Bonjour à tous. Alors, on est sur une démarche différente. On est sur, effectivement, pas une mise en sécurité, mais d'essayer d'intégrer le structure résidentielle dans un établissement neuf. Donc c'est vraiment complémentaire. Une chose importante qui a été dite tout à l'heure, quand on est dans une mise en sécurité ou dans un établissement neuf, la première question qu'un préventionniste doit poser, quel est le GMP de l'établissement? Donc le fameux groupe moyen pondéré qui détermine le niveau de dépendance des personnes. Si on est proche des 300, on est quelque part sur une certaine autonomie, entre guillemets, limitée. Donc effectivement, des personnes seraient en capacité de faire un transfert assez facilement. Si on est au-delà des 700, proche, comme je l'ai vu une fois, de 880, c'est un mouroir. Il n'y a pas de possibilité d'évacuation, de transfert véritable. C'est quasi inexistant. Donc c'est vraiment une question initiale à poser. Donc en fonction, et en plus on peut retrouver dans certains lieux de sommeil ce GMP, puisqu'on peut le décliner dans chaque zone compartimentée. Alors, je vais vous présenter un projet qui, et j'excuse M. Tardy, le responsable technique de l'hôpital de Girac, ainsi que M. Pantou, directeur adjoint, qui peuvent être présents aujourd'hui, puisque le préfet leur a imposé de poser la première PA ce matin. Je vais surtout vous expliquer tous les freins, toutes les contraintes, et quelles sont éventuellement les perspectives. Et je vais vous montrer aussi l'erreur que j'ai fait, que un certain nombre d'acteurs ont fait, en reprenant les propos qui ont été émis par tous les acteurs précédents. L'erreur, ça a été de dire on met du sprinkler, on supprime le désenfumage mécanique et tout va bien. D'accord? C'est vraiment pas la solution. Et c'est une leçon. Et c'est pour ça que derrière, c'est important de diffuser ce message et surtout faire changer les mentalités. Donc, première chose, effectivement, un centre hospitalier charentais d'importance puisque c'est le plus grand hôpital du secteur. Si vous vous apercevez à ce niveau-là, ça c'est l'hôpital. Et vous avez l'ensemble des bâtiments annexes. L'objet du litige, il est là. C'est une maison de retraite. Il faut rappeler le contexte. Pourquoi en Charente aussi, on est impliqué davantage que les autres départements? Simplement, il y a une série d'incendies dans les EHPAD. Et on a été malheureusement le premier département à faire de lance. Le 18 novembre 2011, on a eu 3 morts. Donc c'était en Charente, c'était chez nous, et à cause d'une cigarette. Et là, tous les éléments font que, à partir de cet événement, nous ne pouvons plus prescrire de la conformité. Ce discours, même sur un projet neuf, ce n'est plus possible. Okay, puisqu'on s'aperçoit que la conformité, entre parenthèses, ne met pas un niveau de sécurité suffisant. Alors pourquoi? Parce que si tout le monde jouait à une symphonie harmonieuse, et tous les acteurs, et principalement, comme l'a souligné le commandant Le Tutour, la notion primordiale de formation et compétence de l'ensemble des acteurs présents pour réduire le sinistre, tout irait bien. Mais c'est jamais le cas. Vous savez très bien que tout le monde a des contraintes fortes, et donc c'est pas possible. Bon, Marseille, les 5 morts, donc je mets quelques photos puisqu'il y a quelques contextes. Et surtout, ça a conduit à l'issue de créer un groupe de travail comme on l'a souligné tout à l'heure. Il y a déjà des conclusions, il y a déjà des avancées dans ce groupe de travail qui sont encore perfectibles puisque ça sera relancé. Mais malheureusement, ça a été suspendu à quelques semaines près parce que la conclusion était faite et on avait fait un retour d'expérience à la fédération qui avait marqué tous les esprits. C'était important. Et c'est pour ça aussi que derrière, notre démarche fédérale a commencé à prendre de l'ampleur. Il y a aussi d'autres aspects qu'il ne faut pas oublier. On travaille en parallèle sur une sécurité globale. Et on s'est aperçu depuis longtemps que les opérationnels s'étaient éloignés de la connaissance, entre parenthèses, de la prévention. Ou plutôt que la prévention s'était éloignée des gens du terrain. Et donc on est là pour prescrire, mais on est là aussi pour que ça fonctionne. Donc si je prescris comme un organisme de contrôle, je mets des cages à cocher, ça ne fonctionne pas. Je suis là pour faire du global. Donc on a mis en place effectivement la fameuse formation PAO
Et donc, naturellement, on en déduit une évolution des prescriptions. Je ne peux plus prescrire comme avant. Moi, SSI, aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une bête noire que personne ne comprend. Donc, ça veut dire que systématiquement, je fais une prescription type pour qu'on simplifie l'ensemble du système. C'est un travail plus conséquent pour le coordinateur, et pour ceux qui l'installent, mais c'est pas grave. On a bien sûr la tradition du préférentiel, donc la notion de droit souple qui se développe, puisque le texte n'évolue plus. Les nombreux acteurs sont un véritable chef d'orchestre, donc on est sur une symphonie cacophonique, c'est clair. À un point tel que j'ai encore un débat relativement important. Comparaison avec nos voisins européens, bien sûr, ils ont une longueur d'avance basée sur une analyse de risque, donc merci à la démonstration de ce matin. Et puis, malheureusement, la norme du sprinkler résidentiel qui a été retardée d'1 an par une enquête publique. Qui était. Alors, quand je dis ça, attention, l'enquête est importante. Et ça permettra de pérenniser davantage cette norme de référence. Bon, je vais simplement vous décrire l'établissement en question. Donc, vous retrouvez l'établissement existant, classé en type U. Pourquoi? Parce que, par principe, à l'époque, c'était une extension de l'hôpital, j'avais de l'oxygène, des fluides médicaux. Question posée, comment est-ce que vous nous interdisez les fluides médicaux? Réponse, c'est quoi votre définition de l'établissement? C'est quoi l'utilité? En fait, quand on me répond, je suis un EHPAD. Donc j'applique d'abord les articles J1 et U1, et je m'aperçois que c'est un type J, dans la définition. Après, bien sûr, j'ai un article qui me dit que je n'ai pas le droit d'avoir des fluides médicaux. Donc là, je suis sur l'existant, je gère l'existant. Donc, comme cet établissement, je n'ai pas à le classer en type U. Je le classe en type J parce que c'est sa définition première, même s'il y a des médecins qui sont loin, les soins ne sont pas permanents, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je gère les articles AM, c'est-à-dire la notion de potentiel calorifique, comme l'a souligné le responsable de l'hôpital de Nérac. Et c'est un vrai capharnaüm, il a raison. Donc comme c'est après un EHPAD avec un GMP extrêmement élevé, c'est plus facile à gérer. Donc on a une gestion des lits qui sont avec retardateur de feu, etc. Il y a une vraie politique qui est mise en place sur cette logique-là. Donc le classement se fait en référence à l'article 123 et j'applique les articles J et U du règlement de sécurité. Ça a une importance, le classement, par les choix après techniques qui en découlent. Les acteurs soient être convaincus. Alors, les acteurs, ce sont le maître d'ouvrage, donc l'équipe technique, parce que si on met en place un nouveau système qui est plus performant, paraît-il, ben, il faut qu'on le prouve. Hein, il n'y a rien aujourd'hui en France qui me permet de le savoir. Et donc forcément, il y a eu des essais à Bayonne, parce que là, on peut parler de la labellisation des bâtiments anciens, sécurisation sur un projet parallèle, et ont présenté entre autres du sprinkler résidentiel. Donc, ils se sont déplacés pour voir, ils sont sortis de la réunion au bout d'une journée, extrêmement convaincus de la démarche. Okay. Le premier site à équiper, c'est un enjeu majeur, sur un nouveau projet. Donc, est-ce que je vais prendre la responsabilité d'être le fer de lance? Qui va être le premier sur un projet neuf? C'est pas facile. J'ai, en parallèle, je vous ai dit, des calendriers à respecter. N'est-ce pas trop tard? Ok. Et puis, de contraintes, absence de normes françaises, de référence. Et surtout, le plus important, c'est que j'ai des habitudes avec, en fonction du choix qui malheureusement est trop tard, l'architecte était frileuse. C'est une femme, mais c'est pas pour ça, parce que je la trouve pertinente, mais comme elle s'appuie sur un bureau d'études et sur un organisme de contrôle qui était totalement opposé à la démarche, ça m'a mis un frein supplémentaire sur, entre guillemets, la mise en œuvre potentielle de ce type de dispositif. Donc, première chose, j'ai mis une prescription. Alors, je mets une prescription type qui est toujours à peu près la même. Je demande à l'ensemble des acteurs qui concourent à la mise en œuvre des projets d'appliquer le règlement. Mais le règlement, il n'est pas sectaire. Déjà, première chose, c'est par exemple sur l'organisme de contrôle, la COFRAC impose des règles.
Par exemple, vous avez cette notion de hors mission sans objet pour mémoire. Si vous saviez le nombre de rapports où vous avez la notion pour mémoire, alors qu'elle fait partie du règlement de sécurité et qu'elle est applicable de fait, donc ça veut dire que le contrôleur ne fait pas son boulot. Mais c'est la COFRAC qui lui impose cette règle. Je veux simplement qu'on me précise et qu'on me justifie lorsqu'on met ces mentions, alors qu'ils devraient être mis en place. Donc ça veut dire que derrière, ça doit être un assistant du chef d'orchestre sur le projet, ce contrôleur, et il ne doit pas simplement cocher une case, donc un article, il doit vraiment être performantiel sur l'analyse technique du dossier. Les acteurs, ça aussi, hein, on applique le règlement, et si on n'est pas d'accord sur le règlement, c'est pas grave, puisque le règlement, il a tout prévu. Donc ça veut dire que vous devez appliquer les variantes de réglementation, c'est possible. Ce mot variante, ça vient de monsieur Dopp, Michel, est possible conformément à l'article GN4, c'est même prévu, et on dit simplement que toute demande doit être validée par la commission de sécurité, pour qu'il y ait une démarche globale et cohérente, et qu'on comprenne l'enjeu. Encore hier, j'étais sur un établissement assez conséquent, je leur ai dit, mais demandez une dérogation. De toute façon, aujourd'hui, la conformité, c'est, pour ainsi dire, impossible d'appliquer, de mettre en place un établissement en sécurité sans demande de dérogation. Bon, après, bien évidemment, vous avez d'autres prescriptions types. Je veux lister celles qu'on fait en parallèle. Et avec toujours les mêmes objectifs. Donc, on rappelle le texte réglementaire, parce qu'il est bien fait, en fait. Hein. C'est toujours la loi du 80-20. 80% du texte est parfait, et 20% mérite une analyse plus particulière. Donc, j'ai listé un certain nombre de points. Hein. La formation, c'est primordial. Le sinistre, qui doit ne pas dépasser une zone, c'est la notion de transfert. Il ne faut pas que ça transpire dans un autre local dont il a pris l'essence aussi, c'est la règle. Mais il y a plein de dérogations qui sont prévues à certains endroits et tout le monde interprète. Donc après, on rappelle les fondamentaux, parce que quand vous avez un article J3 qui vous donne les fondamentaux, il faut l'appliquer. Il n'y a pas de dérogation à cette application, etc. Donc le SSI, entre autres, qui est un organe compliqué en fonction, bien sûr, du coordinateur SSI qui le met en œuvre. Voilà. Bon, bref, à la fin, qu'est-ce qui se passe? En résumé, on met un avis favorable donc Charente sur les dossiers, parce qu'on sait on a anticipé légèrement en amont, et on va accompagner au fur et à mesure, lorsque c'est un établissement à sommeil ou sensible, on a un accompagnement sur ces dossiers. Et bref, c'est non bloquant, et on essaie de respecter les procédures d'urbanisme. Donc, on va faire deux études en parallèle, la conformité et la performance. Alors, première hypothèse approche. Donc là, je vous explique mon erreur. Hein, c'est clair, je peux aller dans ma porte. C'est le choix de la suppression du désenfumage mécanique avec le choix de conserver le SSI en compartimentage. Ok? Et là, je ne parle pas de ferme porte non plus. Donc, suite au constat de nombreux retours d'expérience qui prouvent que le désenfumage n'est pas compris et surtout ne prévoit qu'un seul scénario d'incendie, puisque tout est automatisé. C'est-à-dire que le feu, dans la conformité, n'a le droit et n'existe que dans un seul compartiment. Il n'est jamais propagé à un autre compartiment dans le texte réglementaire. Or, dans tous les essais, dans tous les feux mortels qui ont été prouvés, certains, ça s'est propagé par différents conduits. Donc ça veut dire que c'est sorti de cette enveloppe. Des tests effectués dans différents départements constatent que le désenfumage propage, puisque c'est normal, j'aspire vers le couloir et potentiellement j'ai un autre souci. Je sais que mon moteur de désenfumage est capable d'aspirer dans un couloir de circulation environ, hein, ça peut aller au-delà, hein, c'est un calcul qui se fait, mais en général, on est à 5400 m3 par heure. Ok? De fumée aspirée. Et, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on y met un peu tout et n'importe quoi, et ce qui fait qu'on est sur des potentiels fumigènes de 15 à 20 000 mètres, 20 voire 30 000, en fonction de, c'est un calcul à faire, entre 15 et 25 000 mètres cubes de fumée dégagés par chambre. Mais dans un délai qui est bien sûr bien inférieur à 1 heure. Donc il y a un non-sens. Si je ne ferme pas cette porte, si je ne mets pas ce ferme-porte, j'ai un vrai enjeu majeur. Si la personne n'a pas cet acte réflexe, c'est terminé.
Donc c'est pour ça que ce choix était important au regard des retours d'expérience. Donc après, il y avait aussi une habitude de dire que c'est vrai que les enfumages coûtent cher. Pour moi, c'était clair, ça coûtait l'équivalent, enfin 2 fois plus que les prix annoncés initialement. Donc là encore, il faudra faire attention à ce qu'on écrit parce que vous allez voir le résultat. Le coût estimé donc, est OK. Et puis après, une autre interrogation initiale, c'est doit-on équiper en tête de sprinkler tout le site? Alors j'ai une partie existante et 2 extensions de chaque côté. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai une partie existante et 2 extensions. Donc première question, moi, la priorité, c'était les lieux de sommeil. Donc la partie essentiellement compartimentage. Puis derrière, l'avis du technicien compétent, donc M. Briot et ses collaborateurs, c'était l'ensemble des surfaces. Et ça s'entend, hein, puisque je supprime des désenfumages, je ne mets pas des ferme-portes. Enfin, ce sont des avis d'experts. Et ce qui manque, ce sont des essais. Ce qui manque, ce sont des véritables appuis techniques et comportementaux qui nous permettent de faire des choix. Donc entre les deux, il y a peut-être un choix qui est plus pertinent. En tout cas, on était parti sur l'avis technicien parce que moi, je ne connaissais pas non plus sprinkler résidentiel. Donc j'ai beaucoup appris sur ce projet en question, donc en extension de 5110 m² à protéger. Voici les avis techniques. Qu'est-ce que ça engendre? 350 têtes, donc 40 têtes pour son autoprotection au sous-sol. Un espace technique dédié 10 m². Nous sommes au-delà du dépôt de permis de construire. Tout ce que vous demandez en plus n'est pas prévu. Je dois pousser du mur. Je dois revoir le projet. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y a une étude. Alors il y a des choses qui sont extrêmement simples. Passer une canalisation dans un couloir, ça se fait sans difficulté. Percer un trou pour atteindre dans une chambre. L'appui technique a été essentiel. Moi j'ai apprécié énormément ces aspects-là. Après, il y a plein d'autres questions. Est-ce que je relie ce sprinkler au SSI? Comment je déclenche l'alarme du personnel? Vous voyez, toute cette mise en œuvre, cette harmonie, pas facile. Et puis, d'autres questions sous-jacentes. Dans la zone un peu plus compliquée sur la dépendance, sur l'autonomie des personnes de type Alzheimer, quel type de tête je mets? Puisque le patient sera-t-il en capacité de la casser? Donc après, ça se dirige vers des têtes qui sont, on dit sidewall, un peu plus performantielles, donc protectrices aussi, mais plus chères. Donc après, il y a d'autres choix qui font que on est obligé de s'adapter à la vie courante de l'établissement. Donc ça donne, alors juste pour une extension sur un niveau, vous avez une installation principale dans les couloirs, hein, que j'ai traduit en orange, la pénétration dans les locaux, et après, forcément, en fonction de la taille de la structure et des locaux, ben, on met plusieurs têtes. Donc on arrive quand même à une protection relativement importante. Ce que j'ai oublié de préciser d'importance, c'est l'eau. Comment on le gère? Et là, c'est vraiment des questions basiques. Est-ce que, comme je l'avais vu sur les labellisations à Bayonne, c'est un simple tuyau, je me branche sur les toilettes, on n'en parle plus? Ou est-ce que je prévois une diffusion parallèle de l'eau potable? Et c'est ce qui a été prévu parce que dans la norme sur ce type d'établissement, on est obligé de faire un système un peu parallèle. On surpresse parce que 5000 m², c'est de la distance. Donc il y a un certain nombre de contraintes techniques qui font que naturellement, c'était plus cher que, je vais faire exprès, il va m'en vouloir, mais c'est pas grave, les 10 € du mètre carré pour un établissement neuf. Ça marche dans la partie habitation, mais ça ne marche plus dans un type J. On est plus proche des 40, 45, 50 € du mètre carré. Donc c'est bien sûr c'est le prix d'une moquette rustique. Mais évidemment, et ça change la donne dans l'approche. D'accord? Tout a un coût, mais il faut que ça fonctionne le jour J si on met en place ce système. Voilà. L'aspect financier, donc là, coût réel supérieur constant à la solution classique des enfumages. Pourquoi? Parce qu'on est à 0,6% du budget total pour le désenfumage d'un bâtiment neuf.
Je ne savais pas. Moi qui avais l'habitude de travailler sur des établissements existants, c'est notre quotidien, on a les prix sur la mise en sécurité. On a rarement le prix sur l'installation neuve. Puisque à chaque fois, on doit se pencher pour mettre en sécurité. Donc on a moins ces notions-là. Et puis c'est vrai qu'on disait, un coup de crayon avec l'architecte, des fois c'est moins cher que de tout reconstruire. Donc, puisque c'est notre philosophie. Et le sprinkler, ben là, il coûte environ 3%. 3% et moins d'1% et plus de 3%, c'est pas tout à fait la même chose sur un budget. Et puis bon, et bien sûr, c'est hors coût de maintenance. Puisque, alors, hors coût de maintenance, mais a priori, la maintenance coûte beaucoup moins cher que, mais il faut le calculer quand même. L'aspect maîtrise d'œuvre, produit inconnu pour le moment. Alors, je me suis amusé à écrire un synonyme, pusillanimité, pour éviter de dire frilosité, timidité ou carrément ce sont des empêcheurs, des acteurs, des organismes de contrôle, des bureaux d'études, des architectes. Parce qu'il n'y a pas de référence. C'est pas parce que vous avez une enquête publique que c'est une référence. C'est pas parce que vous avez une norme européenne que c'est une référence. C'est pas écrit dans le texte réglementaire, on ne veut pas. Autant, comme l'a dit le commandant Le Tutoir, ils étaient sur le bon créneau. Ben moi, j'étais pas du tout avec la bonne équipe. Voilà, donc ça fait partie aussi malheureusement des contraintes. Et puis, très vite, j'ai découvert que tout le monde se réfugie derrière la commission de sécurité. Ça a beaucoup d'avantages, ça a quelques inconvénients des fois. Ok. Donc le choix actuel du maître d'ouvrage, par rapport à tout ça, c'est quand même poser tout un tas de questions. C'est, je dois respecter les engagements vis-à-vis des tutelles, donc en termes de contraintes des délais et des coûts, et donc forcément, le respect du coût de la journée d'un résident, et donc toutes les dépenses supplémentaires, et donc paysan. 3%, c'est terminé. Bon, il y a eu des efforts conséquents pour essayer de mettre en œuvre, ça ne change rien. Si on n'est pas sur le budget, ça ne passe pas. Choix à venir du maître d'ouvrage. Alors, il y a une chose importante qui est essentielle à retenir. C'est que systématiquement, dans tout, maintenant en Charente, puisqu'il y a une espèce de consortium avec une association, tout dossier qui sera déposé en avant-premier sommaire intégrera la notion de ce type d'outils supplémentaires. On fera 2 études en parallèle dans le dossier. Il y aura la conformité et le performantiel. C'est à chaque fois le maître d'ouvrage qui décidera du choix qu'il proposera. La commission ne pourra pas s'opposer à une conformité, préconisera dans certains cas, en fonction de l'enjeu, en fonction du GMP, en fonction de tout un tas de critères, mais parce qu'ils sont tous convaincus de l'équipement, de la démarche, et surtout ils se sont aperçus qu'on réduit considérablement d'autres contraintes. Effectivement, comme vous le disiez, le transfert, ça simplifie la règle, ça simplifie le boulot de tout le monde. C'est essentiel. Et puis les dégâts sont plus limités, donc ça veut dire qu'on peut très vite réparer. Démarche intégrée systématiquement dans tous les projets. Donc il y a eu quand même une frilosité des assureurs. C'est paradoxal quand même, parce qu'ils ne connaissent pas non plus la règle. Après, je vais vous faire une conclusion de cet échange. La suppression des emplois mécaniques n'est pas sans conséquence. C'est une erreur. Nous transformons aujourd'hui dans un projet neuf, ce que j'ai découvert au fur et à mesure du dossier, tous les bâtiments des cocottes minutes. Clairement, à cause des règles de RT 2012, enfin toutes les règles d'étanchéité, on n'a plus le choix de ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me faut, la fumée c'est quelque chose qu'il faut que je gère. Si le sprinkler est mal positionné, dysfonctionne ou quoi que ce soit, j'aurai toujours cette contrainte. Donc le désenfumage doit être présent. Il doit simplement se réinventer sur ces aspects-là. Il ne doit pas attirer le feu à un endroit, à un autre endroit. Il doit se réinventer. Alors après, discutant avec quelques maîtres d'œuvre, on a trouvé des solutions. Puisqu'on a tout ce qu'il faut, on peut jouer avec la suppression et la dépression. Il y a un vrai projet d'évolution sur des enfumages complémentaires à inventer, à réinventer, pour que derrière, ça soit beaucoup plus efficace. Et surtout qui permettent aussi de réduire, ce que demande un collègue qui n'est pas là ce matin, c'est la réduction des surfaces.
des entrées, des sorties d'air, parce que c'est une contrainte de mètres carrés extrêmement forte, et donc en gérant cette notion de surpression ou de dépression, on peut le faire. C'est pas sans conséquence. Les ferme-portes, ils ont été présentés, et la solution Sprinkler, c'est clair, elle est incontournable. Aujourd'hui, elle ne peut plus être, entre parenthèses, non étudiée sur un projet neuf. En tout cas, systématiquement, on l'intègre, nous, dans des préconisations et des recommandations de manière obligatoire. On leur demande d'étudier ces projets. Ils ne le retiennent pas, c'est à eux, derrière, d'assumer en cas de dégâts, en cas de mort, etc. Conséquence, repenser globalement la sécurité en établissement. On est sur bientôt la mission type J. Ok, donc, on a quelques pistes. Déjà, première chose, est-ce que si, et là, c'est un travail de longue haleine, autant la mission J pourra répondre au départ à certaines règles du jeu, autant c'est un travail de fond qui doit être repensé. Le coût de la construction aujourd'hui, c'est la structure. C'est sa stabilité, c'est sa résistance au feu. Si vous mettez en place un système de sprinkler, vous pouvez faire baisser et donc faire davantage de construction. Je crois que c'est ce que veut le gouvernement d'ailleurs, enfin tous les gouvernements le voudront, des bâtiments en bois, des bâtiments modernes, etc. Donc on est sur ces enjeux-là. Et bien sûr, on se pose toujours la question, quelle serait la durée de maintien en fonction du réseau sprinkler? Parce que c'est pas parce que je n'ai qu'une demi-heure de résistance qu'il faut que j'arrête à une demi-heure. Donc il y a d'autres questions qu'il faut se poser. Le désenfumage doit être plus adapté, c'est ce que je vous ai dit sur les notions. Les ferme-portes obligatoires dès lors, enfin, nouvelle génération dès lors qu'on est sur une notion de dépendance. Le SSI doit prévoir des scénarios évolutifs. On arrête de ne penser qu'il y a une norme qui limite toutes les contraintes. Et la formation des personnels doit être repensée surtout dans ce type d'établissement pour qu'elle soit simple. Ce n'est pas leur travail, ce sont des aides-soignantes. Il est 2h du matin, vous leur mettez devant une guirlande de Noël, ils ne savent pas ce que ça veut dire, quoi. Même les pompiers ne savent pas. Parce que c'est vachement bien d'avoir, il faut savoir la marque, le modèle, d'accord? Où est-ce que vous placez les équipements, parce que certains sont cachés dans des placards, c'est pas ça. En résumé, l'ensemble des métiers d'incendie doivent œuvrer à une symphonie harmonieuse. Bon, ça c'est du référentiel. Un seul objectif prioritaire, comme l'a précisé le colonel, la sauvegarde des personnes, c'est l'essentiel. Et les constructions neuves doivent avoir une sécurité supérieure aux bâtiments existants mis en sécurité. Ça, je me permets de l'écrire, parce que si on commence à avoir des mises en sécurité qui ont une efficacité bien supérieure à la conformité, je vais quand même me poser des questions. Voilà. Donc c'est le moment de repenser, mais sereinement, cet échec. Et je remercie M. Briou considérablement du travail conséquent qu'il a fait, de l'accompagnement conséquent. Mais cet échec sur ce dossier-là, je sais déjà que le prochain établissement, il va être demandé sur un projet qui devrait arriver au plus tard en 2018. Et a priori, il y aura du sprinkler résidentiel intérieur. Voilà. Par contre, ça sera forcément, comme l'a précisé mes collègues, une étude de cas particulier qui sera certainement légèrement différente de ce qu'a présenté mes collègues tout à l'heure. Donc, au cas par cas, puis évidemment, aujourd'hui, dans la situation actuelle, tant que le texte n'a pas évolué et tant qu'on ne s'est pas tous mis d'accord tout à fait. Voilà, j'essaye de faire court et d'être...